Chaque année, en France, des milliers de personnes survivent à un traumatisme cérébral. Mais une fois sorties du coma, quelles seront les séquelles et quelle prise en charge peut être proposée? Après le soulagement, c'est une question difficile à laquelle sont confrontées les familles qui doivent le plus souvent faire le choix entre un placement en institution ou le retour à domicile. Nous allons découvrir cette semaine le projet CAHUT qui propose une colocation assistée par des professionnels. Reportage de Cécile Guériquier, Cécile Garnier et Alexandre Delaval. À Strasbourg, dans cet immeuble, est née une colocation originale, la CAHUT. Tous ses habitants ont survécu à de graves traumatismes et leur cerveau blessé ne leur permet pas de retrouver leur vie d'avant. Grâce à un encadrement sur mesure, ils réapprennent ensemble les gestes du quotidien pour devenir de plus en plus autonomes et retrouver une place dans la société. Donc Virginie, on va essayer de discuter de ce qu'il y a après l'hôpital. C'est très tôt, mais on le fait toujours très tôt parce que il y a besoin de beaucoup de préparation. C'est quelque chose qui vous étonne? Non. Non. Virginie a subi d'importantes lésions après un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé hémiplégique du côté gauche et qui a rendu son élocution difficile. Combien de temps je reste? Combien de temps vous allez rester? Oui, ça c'est une bonne question. Alors vous savez que tous les soins ne sont pas terminés et puis il va encore y avoir de la rééducation derrière. La rééducation, il y en aura encore au moins 3-4 mois. Donc en tout, là, il y a encore pour 6 mois avant de pouvoir définir où est-ce que vous allez habiter ensemble. D'accord. D'accord, Virginie. Alors ça pose la question effectivement du niveau d'amélioration. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose, Virginie, qui est très délicat parce qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien exactement. Plus tu travailles, plus ça ira mieux. Alors, ça, c'est pas tout à fait juste et je veux juste l'arrêter parce que c'est important. Parce que Virginie, elle fait beaucoup d'efforts. Elle veut le faire et malgré tous ces efforts, c'est possible que vous récupériez pas tout. C'est même plus que probable. La jambe à gauche, je ne suis pas certain du tout que vous puissiez récupérer assez pour vous tenir debout et marcher. Pour pouvoir utiliser la main gauche, pour pouvoir faire des gestes fins. Ça, j'en suis pas sûr du tout. Malgré toute la volonté que vous mettez à récupérer, Virginie. Il y aura encore une amélioration. Ouais. Mais jusqu'où, ça, je peux pas dire. Ça ne veut pas dire, c'est ce qu'on a dit. Ouais. Tout ce que je peux dire, c'est que ce sera, en tout cas, pas complet. Ouais. Donc, il y aura besoin d'aide à la maison. Ouais, c'est sûr. Ouais. Au départ, lorsqu'un patient a un accident grave avec une période de coma, la première des choses qui est importante, c'est est-ce qu'il va survivre. Et là, effectivement, à partir du moment où il y a un éveil qui commence, avec une reprise de conscience minimale, tout le monde pense que les choses sont réglées. Qu'à partir du moment où il y a éveil, le cerveau va réenclencher petit à petit. Or, les blessures du cerveau sont extrêmement variables et surtout, elles sont multiples. On peut avoir des séquelles importantes qu'on n'arrive pas du tout à envisager d'ailleurs, ni les médecins, ni les patients, ni les familles. En fonction des séquelles que gardera Virginie, le médecin examine avec le couple les différentes solutions d'hébergement possibles. Il y a le fait d'aller dans la maison habituelle. Il faut voir si elle est adaptable, si elle est déjà adaptée. Et puis, on va juste en parler comme ça, mais a priori, c'est pas vers ça qu'on vous encourage à aller. Hein. C'est les maisons d'accueil spécialisées. Mais à ce moment-là, vous pouvez vivre ensemble. C'est des colocations partagées avec d'autres personnes qui ont des difficultés et mettre en commun les aides. Et à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose de mixte où vous habitez à côté. Mais pas avec elle, quoi. Voilà, mais pas forcément directement avec elle. Voilà. Donc, moi je dis, ça c'est les différentes possibilités. Ça, je ne chercherai jamais. T'es d'accord, Virginie? Hein? Vous avez déjà réfléchi un petit peu, vous avez déjà parlé un petit peu? Je sais que vous parlez beaucoup entre vous. J'ai déjà parlé avec elle, mais bon, je ne suis pas allé aussi loin maintenant. Mais je pense qu'il y aurait moyen d'aménager notre maison là, en ce moment pour l'accueillir. Ouais. Quel est votre souhait, Virginie, à vous? Je sais pas. Je sais pas encore. Tu veux rentrer à la maison ou aller ailleurs? Hein? Je vais rentrer à la maison. Tu rentres à la maison, ça c'est normal. Mais ça on verra d'après ton amélioration, Virginie. Ça ne peut pas dire ça en avance. J'espère que ça va venir, Virginie, mais bon.
On verra. Face à ces vies brisées, le docteur Frolig et son équipe tentent de trouver pour chacun la solution la plus adaptée. Selon les séquelles, mais aussi l'entourage et la volonté du patient. Entre le retour à domicile et le séjour en institution, une nouvelle alternative se développe. Il s'agit des habitats partagés. L'un d'entre eux s'est organisé dans cet immeuble depuis plus d'1 an. C'est une colocation un peu particulière, la cahute. Alors, surprise, ça dort encore. C'est bien. Il est 6 h du matin. Zoura, l'auxiliaire de vie, commence sa vacation. Je fais le tour pour voir s'il n'y a pas de gens qui dorment. Ok, tout va bien. Zoura va profiter du calme pour lire le compte-rendu de son collègue, présent la veille jusqu'à 23 h. Elle s'est enfermée dans sa chambre, donc à voir ce matin ce qui se passe. C'est important de prendre connaissance des transmissions que mes collègues laissent pour comprendre justement le comportement des locataires. Bonjour Kelly, ça va? Le Bien sac dormi? chez les filles est en train de déborder. Hein. D'accord, donc on va faire une lessive tout à l'heure. Hein. Il est en train de Déborder, d'accord. Comme bien la machine elle sera pleine. Hein. Vous avez bien dormi? Oui. Ma Karine, elle dort encore? C'est vous qui avez mis le café en route? Très bien. Kelly est l'une des colocataires. Dans son enfance, elle a subi un grave traumatisme crânien. Alain, lui, a été victime d'un AVC il y a un peu moins de 2 ans. Et Karine a souffert d'une maladie neurologique. Tous les 3 sont arrivés dans cet appartement en même temps. Lorsqu'on m'a parlé de faire ces habitats partagés, j'ai tout de suite ressenti le fait que ça correspondait aux besoins de certains patients que je revoyais en consultation des mois et des mois après leur blessure et qui me faisaient part de leur tristesse de ne plus être autonome ou d'être enfermés dans une maison d'accueil spécialisée, même si les maisons d'accueil spécialisées sont très bienveillantes la plupart du temps, mais ils se sentaient ne plus être libres. Ça fait longtemps que vous êtes réveillée, Karine? C'est justement pour retrouver leur liberté que ces colocataires ont opté pour ce système d'habitat. Vivre ensemble, accompagnés dans les gestes du quotidien, peut être le meilleur moyen pour vivre avec son handicap. Vous voulez encore un petit peu de céréales? À Strasbourg, dans cet immeuble, est née une colocation originale, la cahute. Tous ses habitants ont survécu à de graves traumatismes et leur cerveau blessé ne leur permet pas de retrouver leur vie d'avant. Grâce à un encadrement sur mesure, ils réapprennent ensemble les gestes du quotidien pour devenir de plus en plus autonomes et retrouver une place dans la société. À tout à l'heure, Zoura. Bonne séance. Merci, Zoura. Alors, je vous ai fait un itinéraire. Super, merci, Et Ella. du coup, moi, je vais me mettre en retrait par rapport à vous pour voir en fait Bien sûr. comment vous vous débrouillez. Et moi, je vais faire comme si je ne connaissais pas le chemin. Super. Donc, allez, lisez déjà, comme ça, on se dirige vers la bonne direction. Depuis son accident vasculaire cérébral, Alain ne parvient plus à s'orienter. C'est par là. Pour qu'il puisse un jour se rendre chez l'orthophoniste tout seul, Ella a découpé le trajet en plusieurs étapes. C'est pour ça qu'Ella, elle m'a fait des photos. Comme ça, je ne peux pas me tromper. C'est la 3e fois qu'Alain prend ce chemin. Et pourtant, il a du mal à se souvenir par où il doit passer. Cet exercice ne va pas lui redonner le sens de l'orientation, mais lui permettre d'apprendre par cœur le trajet pour que cela devienne un rituel, plus facile à mémoriser. Alors, pourquoi vous avez traversé? Parce que... Enfin, c'est bon, hein, c'est pas grave, mais... C'est pas là? Non, c'est pas ici. Mon Dieu. Mais je me repère pas En du tout tout. cas, c'est par là. Hein. Bah oui, Donc, c'est juste Bien pas sûr. de ce côté. Mais c'est pas grave. de ce côté-là. Ouais, D'accord. vous allez très bien vous débrouiller. Merci, Ella. Après quelques hésitations, Alain atteint enfin son but. Et ben voilà. Bah voilà, cabinet d'orthophonie. Bonjour. Ça va Alain? Très bien. Vous avez retrouvé le chemin? Presque. Bon, bah, je vous laisse entrer. Allez, À tout merci. à l'heure. Hein. Pourquoi aurais-je besoin d'orthophonie? Bah oui, pourquoi? Pour ma mémoire. Ouais, pour la mémoire, ouais. Entre autres. Pourquoi? Vous avez la mémoire qui flanche? Ouais, je me souviens plus très bien.
On disait la semaine dernière que c'était un petit peu l'idée de faire une petite gymnastique finalement, un petit peu cérébrale, et puis de vous permettre d'entraîner un petit peu différentes choses dont on a besoin quand on doit parler, quand on doit raisonner. Et finalement, nous, dans les petits exercices que je vais vous proposer, vous allez pouvoir travailler ces choses-là. Alors, je vais vous donner 4 mots. Et je vais vous demander tout simplement de retenir ces 4 mots, de retenir la première lettre de chaque mot et de me dire quel est le mot que vous pouvez composer à partir de ces 4 lettres que vous aurez retenues. D'accord. D'accord ? Nager, octroyer, interdire, râler. Noir. Très bien. Comment vous vous y prenez pour arriver au bout de la tâche? C'est quoi votre stratégie? Je garde que la première lettre en fait. Et je la mets dans un coin. D'accord. Et je fais le mot au fur et à mesure. D'accord. Allez, un petit dernier. Chez les patients qui ont eu des troubles neurologiques, il est très fréquent que dans leur utilisation du langage, ils puissent être gênés parce que le langage en fait va impliquer alors la gestion du vocabulaire et des phrases en elles-mêmes, mais ça va aussi impliquer énormément de processus qui sont tout autour du langage, qui s'appellent les fonctions exécutives. Ces fonctions exécutives, elles nous permettent de planifier ce qu'on va dire, d'inhiber certaines informations, d'ajuster son raisonnement, d'avoir de la flexibilité, de passer d'une chose à l'autre. Et c'est souvent ces choses-là qui vont être difficiles pour les patients qui ont eu des lésions cérébrales en fait. Alors, je commence ? Oui, à vous. Donc je vais mettre cette carte parce qu'elles ont la même couleur. Hein. Voilà. À vous. On sent que ça turbine. Il faut. Ah, c'est écrit pareil. Même si Alain ne pourra pas récupérer toutes ses facultés, il peut encore faire des progrès dans de nombreux domaines. Ce type d'exercice permet de créer de nouvelles connexions entre les zones de son cerveau en contournant celles qui sont blessées et gagner ainsi de nouvelles aptitudes. Ce qui est très bien, c'est que vous êtes motivé aussi pour faire ce travail-là. Il faut, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Et on sent que vous avez envie d'aller de l'avant et j'ai besoin d'aller de l'avant. Des objectifs supplémentaires et ça, c'est super. C'est comme ça qu'on avance. Ben oui. Vous voulez avancer vers où? Vers mon autonomie, pour reprendre un travail. Voilà, voilà. Eh ouais, c'est important ça. Ben oui, même merci. à moi, vous ne me l'aviez pas dit encore. Ah voilà, et ben voilà, vous êtes au courant de tout. Voilà. Au revoir. Bon, merci Alain, bonne Merci journée, à vous. rentrez bien, avec plaisir. Hein. Après l'effort, le réconfort. Dans son emploi du temps bien chargé, Alain a aussi un temps privilégié. Voilà, nous sommes arrivés chez Liane. Vous me disiez que c'était le meilleur moment de la semaine? Oui, tout à fait, j'adore ça. Chaque semaine, il vient faire du bénévolat dans cette association. C'est une pension qui prend soin des chiens dont les maîtres ne peuvent plus s'occuper. Bonjour. Ça va? Super bien, toujours quand je viens ici. Les premiers temps, Alain avait du mal à trouver sa place parmi les autres employés. Au fur et à mesure, il a surmonté ses angoisses et il fait désormais partie de l'équipe. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu racontes sinon? Bah écoute, tout va bien. Tout va bien. Je suis de plus en plus indépendant. Ouais, bah ouais, je vois ça. Je vais à la boulangerie tout seul, maintenant. Et c'est mieux qu'au début. Hein. Ouais, bah oui, hey, t'as vu comment t'étais au début. C'était pas pareil, hein. C'est clair. Je me rappelle encore quand t'es venu ici, tu tirais la tête, là. Ah, voilà. L'éternel boudeur. Ouais, oui. Ah bah c'est plus le cas, en tout cas. Oh non, je suis trop content. Ouais. C'est important d'être utile dans la vie. Parce que vous êtes beaucoup dans la semaine, alors? Bah oui. J'ai bien remonté la pente. J'étais vraiment bien mal. Ouais. Alain sait quel chemin il a parcouru les 2 dernières années. À force de volonté, il peut désormais promener ce chien tout seul. C'est une des rares activités qu'il accomplit sans l'aide de personne. Je me suis réveillé à l'hôpital. J'étais intubé de partout. J'étais allongé, bien sûr. Je n'avais plus d'autonomie, plus de parole, plus de marche, plus rien. Donc pour ça, je dis je reviens de loin. Avant mon AVC, j'avais toujours des chiens. Voilà. Et là, à Cahute, je ne peux plus. Parce que dans le logement, c'est pas toléré. Donc je suis content de venir ici, tout simplement. Et vous espérez pouvoir en avoir un nouveau? Oui, oui. Ah oui, c'est mon grand espoir, ça. On verra. Allez, mon grand,
On avance un peu. Les prochains mois, Alain espère gagner suffisamment d'autonomie pour reprendre un travail et peut-être quitter Cahute pour vivre dans son propre studio. À Strasbourg, dans cet immeuble, est née une colocation originale, la Cahute. Tous ses habitants ont survécu à de graves traumatismes et leur cerveau blessé ne leur permet pas de retrouver leur vie d'avant. Grâce à un encadrement sur mesure, ils réapprennent ensemble les gestes du quotidien pour devenir de plus en plus autonomes et retrouver une place dans la société. Il est 6h30, je monte réveiller Nicolas, qui est là tout à l'heure. Hein. Je reviens hein, tout de suite. Je vous laisse le temps de préparer votre tisane, je vous donnerai les médicaments après. Zoura, l'auxiliaire de vie, s'occupe aussi de Nicolas, le 5e colocataire. Un peu de sport le matin. Il est indépendant et vit depuis 1 an dans son propre studio, à l'étage du dessus. Bonjour Nicolas, déjà prêt? Ça va? Bien dormi? Oui. En train de manger? Oui. C'est bien. Il fait froid ce matin, donc bonnet, gants, écharpe, tout ce qu'il faut. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Pas besoin d'en faire plus. Malgré des séquelles neurologiques causées par un accident de la route, Nicolas est aujourd'hui capable de se préparer tout seul. Chaque jour, il se rend dans cet établissement spécialisé pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Je pratique. Bonjour Nicolas, ça va? Ça va. Alors aujourd'hui nous allons faire le psyllium. Donc tu connais l'activité. Les sachets sont prêts. Je te laisse la place. Nicolas est aujourd'hui chargé de remplir des sachets de céréales biologiques, un travail dont il maîtrise bien les étapes. Ce que nous pouvons faire Nicolas, si ça t'arrange mieux, c'est de mettre le sac de ce côté-là. Voilà, c'est plus pratique pour toi. L'une des difficultés pour les traumatisés crâniens, c'est de récupérer la faculté de prendre des initiatives. Le moniteur confie donc à Nicolas des activités répétitives. À quoi il faut faire attention? Au poids et à la manipulation. Il faut être précis dans son travail. C'est quelque chose que vous aimez faire? Oui, le travail ça me tient en forme. Ça donne une dynamique. Sur la société, oui. Nous ne sommes pas dans le milieu du travail classique. Ici, ce n'est pas à l'employé de s'adapter à la tâche, mais l'inverse. Bien Nicolas, si tu veux, tu peux passer à la soudeuse qui est juste là-bas. Hein? Le moniteur d'atelier tient compte des capacités de chacun. Voilà, c'est bon. Et tente de leur offrir le moyen de s'épanouir. Nicolas, lui, il a trouvé un but. Il est utile. Il a des choses à prouver, étant donné son handicap. Notamment gérer une activité, les différentes étapes d'une activité. Et quelque part, ça le valorise. Et ça compte énormément pour lui. Bonjour. Ça va? En forme? Anne-Françoise Munch, la directrice de l'établissement, connaît bien l'histoire de chacun des 170 travailleurs handicapés. Bonjour. Vous, ça va pas? Pourquoi ça va pas? Non, parce qu'on... Contrairement à certains de ses collègues, Nicolas n'a pas toujours été handicapé. Après son accident, il lui a donc fallu prendre conscience de ses séquelles et les accepter pour se reconstruire. Je me souviens très bien la première fois où j'ai vu Nicolas avec ses parents, j'ai senti un désarroi et une souffrance qui était très importante. Et aujourd'hui, sa grande difficulté à Nicolas, c'est de se réadapter à sa nouvelle vie. Parce qu'il a des réflexes ancrés par une vie antérieure, par une éducation, par une formation. Et donc, la perception qu'il a de sa nouvelle vie, elle n'est pas très juste finalement, puisqu'il a des compétences résiduelles et une déficience actuelle. Et c'est de se rejoindre ces deux choses qui prennent du temps, parce qu'il doit se réadapter. Il doit aussi faire le deuil de sa vie passée, de ses compétences passées. C'est un long chemin, c'est un long chemin. Aujourd'hui, on constate qu'il est quand même plus à l'écoute des consignes, il arrive mieux à les respecter. Et on se dit qu'on va retenter un stage en nettoyage. Ah, très bien. Parce qu'il dit, avec mes collègues, il y a aussi un temps en voiture, on arrive à discuter. Voilà, il a vraiment besoin de ce contact, de cette socialisation qu'il a moins l'occasion d'avoir ici parce qu'ils sont sur leur action et il y a différentes aptitudes et capacités. Après 3 années de manutention, Nicolas va donc bientôt tester un nouveau poste au nettoyage
qui lui demandera de prendre plus d'initiative. C'est parti, on va sortir. De retour à Cahute, Nicolas vient donner un coup de main à Kelly et Zoura pour la lessive. Oh, il fait pas chaud. Ils utilisent les machines de la buanderie de l'immeuble, installées sur le toit. Du couleur aussi. Oh, vous pouvez participer, là, les slips. Vous pouvez les mettre avec, les 2 slips, là, violets. Voilà, on est là juste pour les accompagner, donc les aider. Mais en général, Kelly se débrouille très bien. Nicolas, vous aussi, hein, vous faites votre lessive vous-même ou c'est maman? Mais vous participez. Même si Nicolas fait de plus en plus de choses par lui-même, il lui reste encore quelques étapes à franchir. Bonsoir Nicolas. Pauline, conseillère en économie sociale et familiale, vient à la rencontre de Nicolas et de ses parents pour faire le point sur cette première année passée dans ce studio. Je suis là pour signer le projet d'accompagnement personnalisé de Nicolas. Donc vers plus d'autonomie, hein. Ouais. Et là, le projet, ce serait que vous puissiez être plus autonome dans votre logement et que vous arriviez petit à petit à faire votre petit déjeuner. Mais ça le fait. Ça se fait tout seul. Bah, il se prépare le petit déjeuner. Et Par après... contre, le pain, c'est je lui prépare les sandwichs pour que ça aille plus vite aussi le matin. Stop. Pour que ça aille plus vite. D'accord. Parce que comme il est quand même ralenti. Mais peut-être le faire la veille avec les auxiliaires de vie. Après son accident, Nicolas avait dû retourner vivre chez ses parents, faute d'alternative. Grâce à l'habitat partagé, ils ont enfin trouvé une solution à long terme. On est très fort en France pour maintenir en vie les gens traumatisés, mais après, pour le suivi, après, il n'y a rien. Et c'est pratiquement, ça fait 15 ans, plus de 15 ans maintenant, et c'est presque encore le cas. On s'est battu pour qu'il trouve quelque chose. Nous, on avance en âge et qu'est-ce qui va se passer après, hein, aussi longtemps que les parents sont là, qu'on est là, ça passe. Mais après, hein, et laisser la charge aux frères et sœurs, c'est pas évident. Hein. C'est une satisfaction personnelle dans ma vie d'adulte, quoi. À Strasbourg, dans cet immeuble, est née une colocation originale, la Cahute. Tous ses habitants ont survécu à de graves traumatismes et leur cerveau blessé ne leur permet pas de retrouver leur vie d'avant. Grâce à un encadrement sur mesure, ils réapprennent ensemble les gestes du quotidien pour devenir de plus en plus autonomes et retrouver une place dans la société. On est un petit peu en avance. C'est pas grave. Prêt pour les termes? Voilà. Bonjour frère. Ça va? Antoine. Il n'y a pas de Frédéric. Bon. Prêt pour les termes, bien sûr. Aujourd'hui, comme tous les mois, les colocataires vont à la piscine. Frédéric et Antoine, animateurs à l'association des traumatisés crâniens, viennent les chercher. Mais Kelly est très inquiète. Elle s'est blessée le pouce hier soir en tombant dans le tramway et elle a peur de ne pas pouvoir participer. Il faut tout lui préparer des affaires. Ça l'a fait. Et on adaptera l'activité pour qu'elle puisse... Ok, ben voilà Kelly, pourquoi vous pleurez? Vous pouvez venir avec, il ne faut pas pleurer, je vous ai dit qu'on va trouver une solution. Bonjour. Vous me regardez dans les yeux, s'il vous plaît, bonjour. Des larmes pour commencer la journée. Allez. Vous prenez votre sac et vous allez avec Frédéric. Voilà. Kelly, ce qui va être important quand elle bloque, comme ça, dans son cerveau, où on a l'impression qu'elle est fermée, c'est déjà d'essayer d'arriver à lui faire verbaliser l'émotion qu'elle ressent, ou la situation. Déjà chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe chez Kelly à ce moment-là. Il m'a dit, Et vous? Ouais, et vous? Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous pensez qu'on peut y aller avec le pouce? On va mettre du froid, comme a dit le médecin, mais au terme. Vous êtes d'accord? Oui. On mettra quand même le maillot. Et un professionnel même, parfois, est désemparé, ne sait pas comment faire. Donc, il va falloir placer certaines approches, s'adapter, réagir, trouver les approches nécessaires à chacun pour faire évoluer, voire diminuer, voire éteindre complètement leur maladaptation comportementale. Cela fait plus d'1 an que l'association emmène le petit groupe se baigner dans un établissement d'eau thermale.
Ils sont obligés de faire 1 heure de route jusqu'en Allemagne pour trouver un lieu adapté aux personnes handicapées. Et là, les thermes, qu'est-ce que ça vous fait la première fois que vous êtes allé aux thermes? Ça fait du bien. Ouais, ça faisait du bien, mais comment vous aviez... vous vous rappelez le premier moment, vous osiez pas trop aller dans l'eau au début? Pourquoi? Pourquoi vous osiez pas trop aller dans l'eau? J'avais peur. Vous aviez peur? L'objectif de cette sortie n'est pas uniquement sportif. Cela leur permet aussi de travailler leur mémoire en préparant leurs affaires de piscine et surtout de s'entraîner à se rendre dans un lieu public. On essaye de permettre aux personnes de compenser leurs difficultés et de pouvoir vraiment s'insérer dans la vraie vie. Parce que souvent, le handicap, on n'en entend pas parler, les gens sont isolés, donc ça pose des problèmes à personne. Donc aussi d'être présent dans la ville et de montrer qu'on peut faire des choses, même si on va prendre plus de temps, même si ça ne va pas être de la même façon qu'avant, c'est vraiment important, je pense, pour leur réinsertion sociale réelle et pas dans un milieu protégé, quoi. En allemand, alors déjà pour vous signaler, vous levez le bras. Si vous l'avez. Ah, bah, Jolie phrase, regarde. belle phrase en allemand. Alors, Nicolas. Allez, que kann mir nur ein paar Flaschen hinzufügen? 2 fois? Oui, s'il vous plaît. Super, Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette commande. La fierté de s'être jeté à l'eau avant d'aller dans le grand bain. Et c'est encore mieux quand le bassin est adapté. Les miroirs dans la piscine permettent de mieux voir la position de son corps dans l'espace, d'appréhender des gestes techniques par imitation. Donc la personne va se voir, elle va être rassurée, elle va voir aussi le moniteur, même quand elle a plus les repères du terrien. Donc ça va lui faciliter le fait de regarder à la verticale et de s'allonger dans l'eau, et plus le corps est aligné, mieux on flotte. Les blessés cérébraux ont souvent tendance à se crisper et ont du mal à se réapproprier leur nouveau corps. Dans l'eau, ils se sentent en état d'apesanteur et se libèrent de leurs appréhensions. T'as vu ça? Les premières fois, ils n'étaient pas habitués, il y avait beaucoup d'angoisse, il y avait beaucoup de doutes de certains dans leur capacité à nager ou à réapprendre la nage avec l'hémiplégie. On se redresse. Donc c'est vrai que c'était très stressant pour eux, voire angoissant. On passait parfois 1/4 d'heure, 20 minutes à mettre les pieds dans l'eau et à descendre les marches pour arriver en fin d'activité à avoir l'eau jusqu'aux épaules. Donc c'est vrai que ça a permis pour la plupart de retrouver leur équilibre, d'avoir une portance, de mieux habiter leur corps avec le handicap. En sortant, Kelly, on marche, allez-y. Des grandes enjambées. Et on cherche son équilibre. Voilà, Kelly, prenez bien appui avec l'autre pied. Pour Kelly, les premières minutes sont toujours un peu compliquées. Ah, Kelly qui arrive dans l'eau. Allez, venez là. Regardez. Allez, Kelly, venez. Venez avec moi. Regardez, moi j'y vais aussi. Mais une fois lancée, elle n'hésite plus à s'immerger. Allez, on est prêt? 1, 2, 3. Super. Super, Kelly. Vous avez pas bu d'eau? Mais non. J'aime ça. C'est vrai. Parce que ça détend. Et ça me rapproche de la nature. Les activités avec les autres, quelque part, ça me sociabilise et puis c'est chouette. L'habitat partagé, c'est aussi d'apprendre à vivre le handicap ensemble et on s'auto-soutient pour améliorer nos performances communes. C'est pas on va accompagner individuellement une juxtaposition de personnes, il faut essayer d'arriver à faire danser les personnes ensemble. Puis après, elles prennent conscience petit à petit qu'il y a aussi des possibles et qu'on peut exister, être aimé, même avec un handicap.